On va commencer tout doucement. On est là aujourd'hui pour discuter d'un thème important qui est celui des nouveaux enjeux de la cybersécurité et de la cybercriminalité, des mots qui veulent tout dire et en même temps qui peuvent paraître un petit peu complexes. En tous les cas, pour cela, on a deux invités aujourd'hui que je remercie. J'ai Marc-Antoine Ledieu qui est juste en haut sur sur mes Bonjour. étiquettes. Bonjour Marc-Antoine, bienvenue. Et à vos côtés, Stéphane Maradour. Bonjour Stéphane, merci de nous avoir rejoints aussi aujourd'hui pour aborder ces thèmes. Je rappelle une dernière fois que seuls et celles qui nous ont rejoints et qui participeront à ce webinaire, s'il vous plaît, merci de couper vos micros et vos caméras. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser mais plutôt par le chat en direct. Et puis voilà, les questions me seront transmises à la fin. Avant qu'on commence cette rencontre avec Marc-Antoine et Stéphane, je vais demander à un autre Stéphane de prendre la parole. Stéphane qui est juste à mes côtés, qui a créé Juris Conforme. Je te regarde, tu n'es pas loin. Stéphane Kouakou Khan, tu vas nous faire un petit discours pour nous présenter ce que tu as créé, les enjeux aussi, et puis le pourquoi de notre rendez-vous d'aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, je suis Stéphane Kouakoukan. Pour faire très simple et très bref, il y a environ 6 7 ans, dans ma petite fac d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, je rêvais d'apprendre les nouveaux métiers, je rêvais de toucher les métiers du numérique, de la cybersécurité et tout. Eh bien, l'Université d'Avignon m'a ouvert ses portes et j'ai eu la chance d'étudier dans cette prestigieuse université, aussi chaleureuse également. Et aujourd'hui, je suis encore plus fier et extrêmement heureux de vous voir, de vous recevoir dans notre premier webinaire. Donc, effectivement, je suis le fondateur de Juris Conforme, mais Juris Conforme, c'est toute une communauté et également un réseau qui se construit de jour en jour. Donc, j'aurai l'occasion, de façon très brève, de vous présenter un peu nos activités. Mais je ne saurais commencer ce petit discours. Je ne suis pas très fan de discours, mais je saurais le commencer sans remercier en fait les personnes qui font de cet événement, qui j'espère sera une réussite. Donc là, grand merci à Marc-Antoine et Stéphane Maradou, nos deux grands spécialistes panélistes qui n'ont pas hésité à accepter notre invitation et on vous remercie énormément d'honorer en fait cet événement déjà par votre présence, mais également aussi d'avoir accepté de nous abreuver aussi de vos savoirs. On sera très heureux de vous entendre sur le sujet. Je profite également en fait pour remercier toute ma communauté qui n'a ménagé aucun effort pour promouvoir l'événement, pour l'organiser dans tout son ensemble. Je vais citer quelques-uns eux, se sont aussi démarqués, tout ça, qui font partie du comité restreint, comme on l'a appelé et tout. Et donc, Alexandre Velikov, qui n'est pas avec nous, mais je pense, Alexandre, tu vas nous écouter en replay. Petronella, merci énormément pour tout ce que tu as fait jusque-là. Désiré également, qui nous fait cette belle présentation. Et Kaba, qui, je crois, s'est connecté depuis son petit train. Je suis vraiment très heureux au quotidien de travailler avec vous sur ce projet qui me tient vraiment à cœur. Vous l'aurez compris. Je remercie aussi Amandine, euh, notre journaliste, qui sera la modératrice de cet événement. Et enfin, je remercie également tout le public pour votre participation, pour votre présence. On espère que vous sortirez d'ici avec euh, un peu plus de connaissances sur le sujet, mais aussi on reste de toute façon disponible et tout pour répondre à vos éventuelles questions. Donc maintenant, je vais passer à la présentation très brève de Juris Conforme. Ce qu'il faut savoir, c'est que Juris Conforme s'articule autour de deux grands objectifs. Notre premier objectif consiste à vulgariser en fait les sujets de conformité grâce à une communauté qui est très active, à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre site Internet. Donc, on publie
régulièrement des articles de l'actualité. Voilà, on publie pour sensibiliser, pour vulgariser et simplifier aussi toutes ces thématiques qui deviennent de plus en plus complexes. On organise également des événements. Cette conférence en est une preuve et nous sommes très fiers de cette organisation. Ensuite, on a aussi un projet de formation et de sensibilisation. Nous avons quelques formations déjà disponibles et d'autres formations qui sont en cours de création. Et le deuxième volet également de nos activités consiste en l'accompagnement. Et donc, à ce jour, nous disposons d'un réseau de spécialistes renommés, mais aussi des spécialistes peut-être jeunes, mais très passionnés, des consultants qui rejoignent de plus en plus le réseau. L'idée aussi, c'est d'accompagner les entités publiques comme privées qui le souhaitent dans leur mise en conformité, dans leur transformation numérique, mais également sur d'autres sujets, notamment la sécurisation du système d'information, enfin de façon générale, mais aussi des sujets ou des réglementations nouvelles, notamment DORA et NIS 2, qui feront aussi l'objet de nos échanges de ce jour. Et donc, je suis particulièrement fier et content de vous recevoir encore une fois. Si vous êtes spécialiste et que vous êtes intéressé par ce projet, n'hésitez pas à nous rejoindre pour contribuer aux actions soit de vulgarisation ou alors d'accompagnement. Enfin, les entités aussi qui sont soucieuses de la mise en conformité réglementaire, vous pouvez faire appel à nos spécialistes euh, sur différentes thématiques, comme je l'ai dit. Vous trouverez toutes les informations sur nos services et nos activités sur notre site internet qui est le www.jurisconforme.com. Et nous sommes également présents sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre pour suivre nos actualités, mais également nos événements. Et donc, je souhaite à tous de passer un très bon webinaire et n'hésitez pas à poser les questions par chat comme nous l'a dit Amandine. Merci Amandine. Je récupère le son. Merci Stéphane. Je vais demander à nos deux invités de procéder un petit peu à la même chose, c'est-à-dire que j'ai des informations sur vous, évidemment, mais qui sont peut-être pas tout à fait à la hauteur de vos parcours non plus, qui sont pour vous deux assez complexes et puis assez larges. Stéphane, excusez-moi, on va commencer par Marc-Antoine Ledieu, si ça ne vous dérange pas. Marc-Antoine, vous êtes avocat RSSI, spécialiste en cybersécurité, NIS 2 et DORA. J'ai à peu près C'est le ça. C'est récapitulatif les buzzwords dans l'ordre. C'est ça. que vous nous aviez donné, mais vous nous avez préparé une petite présentation aussi pour nous expliciter un petit peu peut-être vos compétences qui sont celles d'aujourd'hui, après un parcours que j'imagine long et fructueux en tous les cas. Long, je ne sais pas, fructueux, j'espère. Non, c'était une promesse que j'avais faite à Stéphane. Comme je communique beaucoup en bande dessinée, parce que la matière est quand même difficile pour des juristes professionnels, hein, des juristes ou des gens qui ont un parcours dans la tech. Donc, si j'arrive à partager mon écran, non, il faut que l'animateur désactive son partage d'écran par les participants. Et je vous montre quelques slides que je vous ai préparés pour ce matin, mais il faut que j'y ai accès. Donc, ça doit être vous, Amandine, ou c'est Stéphane. Non, c'est un troisième Ah, c'est un interlocuteur qui est troisième. loin. C'est Désiré, je crois, qui doit donner le partage. Alors apparemment, c'est fait, nous dit-on. Alors, je vais le tester. Hop. Ah, Ah, oui, là, il y a un oui, truc qui va se passer là. Oui, là, ok. on vous voit en plein écran. Ok, alors, vous me voyez en plein écran. Je vais surtout essayer de choper. Voilà, ça doit être celui-là. Partager. Alors, je ne sais pas si vous voyez quelque chose ou pas du... Ah oui, ok. Super. Attendez, parce que le grand écran n'est pas encore arrivé. Là, c'est comment? Vous voyez quoi? C'est très très bien. Je vois Rahan avec des cornes des griffes de tigre autour du cou et qui a très peur. Ouais, c'est ça. Bon, voilà, ça, c'est la slide que je passerai à Stéphane s'il peut s'en servir. Donc, voilà, moi, je suis donc avocat au barreau de Paris, hein. J'ai une formation extrêmement classique d'avocat plaidant. Et au bout d'un moment, bah, j'ai vite basculé dans l'univers du numérique.
Je me suis certifié ISO 27001, c'est les normes de cybersécurité. J'ai des missions de RSSI Legal. RSSI, c'est responsable de la sécurité des systèmes d'information. En clair, ce sont les gens qui vont techniquement maîtriser, enfin essayer de maîtriser la sécurité des systèmes d'information dont ils s'occupent, hein. Et moi, j'ai la partie surtout conseil et la partie rédaction de contrats. Voilà, donc ça, c'est. Voilà. Et en fait, je vais pas vous faire chaque slide parce que j'en ai plusieurs. C'est juste pour vous montrer que voilà, la matière est très technique, hein. À un moment, si on veut comprendre ce qui se passe en sécurité des systèmes d'information, bah, on peut le faire à la dure ou on peut essayer de le faire avec un peu de sourire. Et voilà, là, c'est la slide, le personnage, je vous le dis, 25 ans de contrat IT, hein, c'est le terme technique, ça abîme. Donc, vous voyez ce qui reste de la pauvre personne. Euh, et après, moi, j'ai fait un choix d'essayer d'expliquer tout ça de manière un peu décalée, avec de temps en temps un peu d'humour, hein, parce que c'est quand même des matières qui sont assez arides. Les textes fleuves que je vais vous montrer en 2 secondes, hein, pour pas monopoliser la parole. Et il se trouve qu'en plus, je m'appelle le Dieu. Et j'ai un de mes clients qui m'a expliqué que lui, en fait, il m'avait surnommé l'odieux parce que je n'annonce que des mauvaises nouvelles. Donc, je me suis emparé du truc. J'ai trouvé une BD avec un personnage un peu rigolo qui vous fera penser pas du tout à une saga très connue qui se passe dans les étoiles et où il y a la guerre. Et voilà, donc je suis surnommé l'odieux. Et de là-dessus, bah, j'ai un site web, hein, qui est entièrement en bande dessinée, où je mets beaucoup de contenu pour expliquer à mes étudiants, à mes clients, à mes prospects, aux gens avec qui je dialogue, bah, que tout ça, ça peut se comprendre, mais c'est un peu compliqué. Donc, je fais des livres blancs. J'en ai fait l'année dernière un sur l'OSINT, l'Open Source Intelligence, la recherche d'informations source ouverte, beaucoup tourné autour de la cybersécurité, mais parce qu'on a des problématiques particulières, mais il faut savoir ce que c'est, comment ça marche, c'est le monde du numérique d'aujourd'hui. Puis après, je participe pas mal à des salons, à des forums. Enfin, donc je vous passe un peu tout le détail, hein. Et en fait, ce qui est étonnant dans cet univers du numérique, on a en France une autorité de contrôle qui s'appelle l'ANSSI, Mhm. l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, alors qui a un périmètre tout à fait particulier. Ils gèrent les opérateurs d'importance vitale, tout est dans le terme, et les opérateurs de services essentiels, plus des nouveaux opérateurs qui vont être réguliers. Et bah, quand on est une autorité de contrôle et qu'on va se retrouver avec des pouvoirs très importants et un nombre d'entités régulées, c'est-à-dire des entreprises ou des administrations qui sont dans le scope de leur mission, bah, ils vont passer de 500 à 30 000. Donc, ça demande un peu de réflexion, un peu d'organisation, ça demande des textes légaux. Et ils m'avaient demandé d'intervenir en septembre dernier pour leur expliquer un certain nombre de trucs. Donc voilà, moi je fais ça. Je m'occupe de la LPM aussi, puisque là on a une nouvelle loi de programmation militaire avec des aspects cyber tout à fait particuliers et vraiment extrêmement techniques, mais qui touchent au logiciel, le cache des sites web, enfin bon, des trucs un peu techniques. On a le décret qui va arriver, et puis il y a des professionnels qui font des podcasts bénévoles, bah, comme le fait Stéphane avec Juris Conforme. Voilà, ça s'appelle No Limit Sécu, c'est toujours libre d'accès. Et ça permet de prendre de l'information de la part de professionnels et puis parfois de donner son avis dans son scope. Et pour boucler tout ça, après, je m'arrête, hein, vraiment. Oui, je vous en prie. Voilà. Donc, sur mon site web, j'ai une rubrique à part qui s'appelle le blog en BD, où je mets, et je mettrai là ce que je vous ai montré, ce que je suis en train de vous montrer, je mets mes slides en ligne pour partager, parce qu'aujourd'hui, dans ces univers techniques, notamment de la cybersécurité, c'est bien d'avoir compris, mais si les autres n'ont pas compris, on n'avance pas très bien. Donc moi, j'ai fait le choix de beaucoup partager avec l'autorisation des éditeurs de BD, hein, parce que ça, c'est que de la BD qui vient du commerce. Euh, donc, je mets en ligne et j'explique bah, voilà, ce que c'est qu'un logiciel en mode SaaS, les services cloud. Et là, je vais probablement avec Stéphane, je vais vous parler du règlement DORA, de la directive Nice 2, et c'est tellement barbare. Voilà, moi j'illustre avec, là c'est Hercule, un Hercule très futuriste, vous voyez, avec une mitrailleuse lourde qui affronte cette espèce de lion de Némée, version très futuriste, hein. Et c'est la manière dont moi je communique partout, parce que sinon c'est dur. Voilà, parce que Dora, dont on va parler, Dora, écrit en petit dans ma version Word, c'est 119 pages. Et D'accord. Dora, c'est une montagne législative. C'est pas très très bien écrit, hein. Ça, c'est le personnage qui le dit, c'est pas moi. Donc moi, je ne pense que du bien de tous ces textes légaux, mais de temps en temps, ça me permet de passer quelques messages
Et après, voilà, c'est illustré en BD. Donc là, vous avez Hercule, là, vous avez le fléau des dieux sur l'autre directive dont on va parler. Là, j'utilise un peu Milady 3000 parce qu'il y a des personnages de science-fiction qui sont sympas. Voilà, je parlais des opérateurs d'importance vitale, j'avais utilisé une BD, c'est les soldats de la Grande Armée de Napoléon en 1809. Et là, ils étaient en Pologne avant d'attaquer la Russie. Et ça me permet d'illustrer en rappelant que, là, par exemple, c'est une législation militaire, hein, loi de programmation militaire, ce sont des militaires. Et puis, bah, illustrer avec des soldats de la Grande Armée, c'est sympa. Là, j'avais fait tout ce qui était la responsabilité. J'avais fait ça avec les chroniques d'Excalibur. Là, on partait dans un univers assez marrant bah, de l'époque de Merlin, Excalibur, l'épée, tout ça. Puis plein d'univers de BD. Voilà. Donc, c'était juste pour vous. Puis, celle-là, je l'aime bien parce que l'espèce de Dark Vador avec son fusil qui crache des flammes, hein, je la trouve assez sympa. C'est Voilà. en tous Donc, les cas parlant, effectivement, et puis ça permet aussi peut-être de dédramatiser un petit peu des sujets qui, à la base, et font peur et peuvent paraître très complexes quand on est un tout petit peu de l'extérieur, surtout que c'est un monde qui va très, très vite. Vous m'avez quand même fourni une perche avec la loi de programmation militaire pour la tendre à Stéphane Maradour, puisque, sauf erreur, vous êtes commissaire lieutenant-colonel. Ça fait peur comme ça. Vous avez fait une grande carrière dans l'armée aussi. Vous êtes désormais président du cabinet Atout Cyber Consulting, anciennement directeur des systèmes d'information, d'administration et de gestion de l'armée de l'air. Bravo aussi pour ce parcours qui paraît en tous les cas hors norme et sur un thème forcément militaire. On pense cybercriminalité. Voilà, ça paraît pas complètement anodin quand on travaille dans un sujet aussi sensible que le militaire, de se dire que ces menaces qui sont bien réelles, bien qu'elles soient dans le monde virtuel, nous concernent de plein droit et qu'il faut se tenir informé. C'est ce qui vous a donné envie de vous pencher sur le sujet? Bah, merci Amandine de me laisser la parole. Effectivement, j'ai exercé pendant presque un peu plus de 27 ans dans les armées où j'ai eu la chance finalement de travailler tout de suite sur des programmes d'envergure nationale, beaucoup dans l'informatique, mais j'ai pu assez rapidement me rendre compte que quand on fait l'informatique, ben, on travaille sur un des critères de la sécurité qui est celui de la disponibilité. Chaque informaticien essaye de s'assurer que son système soit disponible. Donc on en fait un petit peu sans trop s'en rendre compte. Puis j'ai eu l'occasion de me former et d'être formé à ce qu'on appelle le rôle d'OSSI, officier de la sécurité des systèmes d'information, l'équivalent de RSSI dans les armées. Et puis je me suis toujours demandé pourquoi on avait deux secteurs, deux silos. Il y en a un, c'est les informaticiens d'un côté, et de l'autre, ce sont les gens de la sécurité de l'autre. Et je me suis dit que pour faire la sécurité des systèmes d'information, ben, ce serait bien de rejoindre les deux mondes. Donc moi, avec une forte dominante IT, plus cette formation en d'OSSI, j'ai réussi finalement à joindre ces deux mondes. Ça m'a permis d'exercer effectivement, donc à la fois en connaissant bien le milieu informatique, d'y apporter de la sécurité. J'ai beaucoup travaillé en état-major à Ballard, voilà, au ministère de la Défense, au ministère des Armées aujourd'hui, et j'ai été commissaire lieutenant-colonel au moment de quitter les armées, il y a à peu près voilà, un peu moins d'une dizaine d'années aujourd'hui. J'ai rejoint le Crédit Agricole pour poursuivre sur ma lancée de la cybersécurité. Alors, le Crédit Agricole, donc c'est une entité avec 50 emprises en France et à l'international, c'est 140 000 collaborateurs. Pour moi, c'était une petite entité. Le ministère, c'est 300 000. Donc, voilà, ça semblait un peu petit pour moi. Enfin, c'était pas un gros challenge finalement d'intégrer le Crédit Agricole. Mais finalement, si, parce que en termes de cybersécurité, le Crédit Agricole a été impacté par les toutes premières réglementations que vous avez citées tout à l'heure, donc qui sont très exigeantes. Parmi les plus hautes exigences existant en France, puisqu'elles venaient de l'ANSSI au titre de la loi de programmation militaire. Et puis finalement,
Voilà, ça m'a permis d'exercer, de faire appel à mes talents, si on peut dire, c'est le terme aujourd'hui, d'informaticien et de les lier à ceux de la sécurité pour faire de la cybersécurité. Et aujourd'hui, voilà, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat et j'offre effectivement mes services, notamment sur la réglementation, la conformité en termes donc de cybersécurité, sur les directives qu'on a citées aussi, NIS 2, DORA notamment, mais aussi l'ALPM, puisque tous les 3 ans, l'ALPM exige de réhomologuer son système d'information. Donc, on est dans des cycles vertueux et sans fin, a priori. Voilà, donc je suis ravi d'être là parmi vous pour parler de ce sujet, cybersécurité et cybercriminalité. J'essaierai de parler sans aucun jargon pour réussir à nous faire comprendre de vous tous. Et je serai ravi donc ensuite de pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Je vous laisse la main, Amandine. Merci Stéphane et merci Marc-Antoine. Alors, vous avez évoqué deux thèmes qui sont effectivement importants, la sécurité d'un côté et l'informatique de l'autre. Mais en tant qu'utilisatrice d'Internet, ça paraît idiot à dire, effectivement, mais je pense avoir vécu la révolution numérique qui allait très, très vite. C'est-à-dire que quand j'ai eu Internet, c'était en 96, 97, 98. Finalement, c'est pas si lointain, mais ça paraît déjà être un autre monde, mais en tous les cas, ce qui est la prise de conscience peut-être des menaces, des premiers soupçons effectivement de virus qui allaient sur les ordinateurs personnels, aux informations qui remontent à pas plus tard qu'il y a une semaine, où on apprend que France Travail, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire l'ancienne NPE, pour encore faire ma vieille, mais a été frappée d'une cyberattaque qui a quand même touché 43 millions de personnes, qui soient actuellement adhérents à France Travail ou qui l'aient été précédemment. Ça peut quand même faire un petit peu peur aussi. Il n'y a pas si longtemps, le CHU de Nantes avait été touché aussi par des demandes d'extorsion. On a eu une mutuelle qui s'est fait, encore une fois, piquer des données personnelles. On sait ce qui nous arrive, mais on ne sait pas exactement, finalement, à titre individuel, à quel point on va être impacté non plus. On vit en tous les cas dans un monde on se sent bien, qui se complexifie à ce niveau-là. Et encore une fois, en tant que particulière, individuelle, je peux être au fait de toutes les tentatives d'hameçonnage que je vais recevoir par mail, etc., bien qu'on voit que ça touche encore beaucoup de monde et que beaucoup se laissent aller à ça, mais ça peut aussi faire peur de se dire que je confie effectivement des informations personnelles. Vous parlez du Crédit Agricole, ça tombe bien, c'est ma banque, donc je suis contente de savoir qu'elle est entre vos mains, qu'elle a été en sécurité, mais voilà, donc je pense que tout ça nous fait baigner dans un monde qui devient un petit peu angoissant aussi et qui peut aussi peut-être interpeller parce que pour en revenir à France Travail, les données qui ont été divulguées, qui ont été volées ne sont pas forcément pour le coup des coordonnées bancaires, mais des coordonnées personnelles. Alors, on peut peut-être se demander déjà qui sont les pirates, on va les appeler comme ça au sens large, quelles sont leurs techniques aujourd'hui. On parle de demande de rançon, on a l'impression de se retrouver au Far West, hein, ça fait un petit peu penser aux images que vous montriez tout à l'heure, Marc-Antoine, mais d'un autre temps, en fait, avec ces attaques de diligence ou avec ces demandes voilà, de rançon, bon, c'est inquiétant. Est-ce qu'on sait qui est derrière l'écran et qui menace qui et dans quel but? Alors pour France Travail, 3 personnes ont été interpellées et sont actuellement sous les verrous, hein, Mm. de manière préventive, bien sûr. Techniquement, j'ai appris hier soir, alors c'est un bruit de couloir, il semblerait que ce soit l'exploitation d'un Log4j. Je dis ça pour Stéphane Baradour qui va apprécier. Euh, En fait, ce qui est D'un quoi, difficile, Marc-Antoine? D'un ouais, une faille de sécurité qui a touché des centaines de milliers de serveurs installés dans le monde entier et de logiciels installés partout. Voilà, on va pas rentrer dans la technique, c'est chez les pros de la matière, c'est un truc qui a été une terreur il y a 2 3 ans quand même, parce que Log4j, ça remonte un peu. Et on dit aux gens, mais surtout mettez à jour vos logiciels ou désactivez, et bah, les gens font rien. Donc là, visiblement, France Travail, ben, ils se sont fait exploiter un truc qui était. On parle de faille de sécurité, mais enfin, là, c'était plus une faille de sécurité, quoi. C'était une brèche au milieu du château, une sorte d'autoroute qui arrivait au milieu du château, qui a jamais été corrigée. Bah, ces petits jeunes que je ne connais pas, que je ne défendrai probablement pas d'ailleurs, bah, ils sont arrivés, ils sont rentrés et ils ont exfiltré des données, c'est-à-dire qu'ils ont copié, tout simplement. Et ils ont pris tout ce qu'ils ont pu. Bon, il devait pas être très très doué parce que pour que 2 3 semaines après, il soit déjà en train de à travailler? respirer.
l'air humide de nos prisons, c'est que vraiment, ça ne devait pas être des cadors, quand même, hein, parce que je pense que Stéphane voit très bien à quoi je veux faire. En fait, il y a trois types de phénomènes. Il y a les cyberattaques professionnelles, c'est-à-dire des États avec des faux nez, ça peut être des gens qui agissent au nom de l'État, qui vont faire des actions très professionnelles pour des fins d'espionnage, des prépositionnements, c'est-à-dire je m'installe dans le réseau électrique français et le jour où je décide d'emmerder la France, j'appuie sur le bouton, le système électrique français tombe, on n'a plus d'électricité. C'est-à-dire la réalité de la menace, objectivement, elle est là. Je dis réseau électrique français, on a eu, il y a 2, 3 semaines, une série d'attaques dont on pense que ça vient quand même franchement des Russes, qui sont là avec des actions quasi de guerre. Bon, mais ça, c'est très, très professionnel. Contre ces attaques-là, aujourd'hui, personne ne peut lutter à peu de choses près, ou en tout cas l'État ou les armées, eux, vont s'équiper d'abord pour faire cesser l'effet de ces attaques, qui sont des attaques de destruction, des attaques de vol aussi. Les Chinois font beaucoup de vols, eux, c'est de l'espionnage massif. On sait que les Russes, eux, ils aiment bien détruire, casser, voler aussi, hein, s'ils peuvent. Bon, ça, c'est une première partie. Ensuite, il y a la cybercriminalité organisée alors c'est un marché mondial, c'est très organisé, très segmenté. Eux, c'est on rançonne, on vole, on fait du chantage. En fait, des trucs très classiques dans l'histoire de l'humanité. Je veux dire, c'est juste la méthode qui a changé. Là, on va vous dire que vous avez été filmé en train de faire des trucs, bon, comme ça. On va vous mettre des crypto-lockers, c'est-à-dire des logiciels qui vous empêchent de vous servir de vos systèmes d'information. Et on vous dit, si tu payes pas, ça va de 500 euros à 30 millions. Bah, si tu payes pas, tu n'as plus d'informatique. Là, c'est du crapuleux. Et le troisième phénomène, qui est celui qu'on voit tous passer, je dirais, au quotidien, c'est la toute petite délinquance, hein, qui va envoyer 100 000 mails et il y a 50 personnes qui vont cliquer dessus et qui vont se faire voler leurs données, rançonner, mais là, à coût de 50 euros, 100 euros. Et là, le niveau technique de ces gens-là est extrêmement faible, hein. C'est des lettres de chantage. Moi, j'en reçois. J'ai été accusé de pédophilie juste 5 fois cette semaine. C'est magnifique. Donc, je reçois ça tout le temps, de partout. Enfin, c'est absolument incroyable. Et tout ça passe par le numérique. C'est-à-dire que ça va passer par des connexions Internet, ce qu'on a tous, au bureau, chez nous, nos imprimantes, le Wi-Fi, le machin. Et comme l'usage du numérique s'est répandu, ben, totalement dans nos sociétés occidentales, enfin pas que nous, mais moi je parle de l'Europe que je connais un peu, ben, on est tous susceptibles de se faire avoir là-dessus. Mais il faut quand même distinguer la grosse menace qui vise les entreprises, les industriels, voilà, et puis j'allais dire la petite délinquance, voilà, c'est le phénomène des brouteurs, hein, qui est très connu en Afrique, où on va envoyer 500 000 mails qui te chantage, qui te menace, qui te supplication, qui te ceci, qui te cela. Et puis il y a 5, 10, 15 personnes qui cliquent et qui vont se faire escroquer de 50 euros, 100 euros, 2 000 euros. C'est vraiment un autre phénomène. Mais tout passe par nos ordinateurs, nos réseaux et nos systèmes d'information. Mais si c'est des phénomènes distincts, Stéphane pourra peut-être me répondre, mais en fait, on a l'impression que tout est lié aussi, parce que si ces trois petits gars qui viennent d'être arrêtés, effectivement, qui ont récupéré les données, alors non pas bancaires, encore une fois, mais personnelles, c'est les adresses mail, les numéros de téléphone, et qui est de 43 millions de Français, c'est quand même, enfin, le chiffre me laisse un peu dubitatif quand même et m'étonne aussi, mais l'un va servir à l'autre. En fait, ces données-là, j'imagine qu'elles sont collectées pour être revendues et alimenteront ensuite le troisième phénomène dont vous nous parliez, Marc-Antoine, qui est celui de C'est l'atteinte possible. auprès des C'est particuliers. très possible. Stéphane, vu que vous qui avez un côté un peu militaire justement sur la question, ça vous inspire quoi? Enfin, si on parle juste d'une faille ou d'une porte béante sur un organisme d'État, ça laisse un peu. Ah, je vous entends plus. T'entends pas, Stéphane? Ah, vous m'entendez pas? Ah là, Ah, c'est mieux. ça y est. Pardon. Oui, oui, comme disait Marc-Antoine tout à l'heure avec la brèche, globalement, en fait, aujourd'hui, un système d'information, c'est un empilement de systèmes, de logiciels, il y a du physique, hein, le clavier, l'écran, le câble, bon bref. Et en fait, ça a été modélisé en 7 couches et jusqu'aux applications. Et ben, chacune de ces couches-là en informatique, finalement, elle est mise en œuvre, elle est créée, imaginée par l'être humain, et on sait tous que l'être humain est faillible.
Donc, on pourrait en déduire que le système d'information, les systèmes sont faillibles de fait. Et c'est le cas. C'est le cas notamment sur la partie application. Donc, on sait très bien que les développeurs aujourd'hui sont soumis à une forte pression. Il faut livrer rapidement. Les expressions de besoin ne sont pas totalement définies, détaillées. On avance pour tenir les délais. Et parfois, en fait, il y a 1000 façons de coder le même fonctionnement d'un écran. Et sur ces 1000 façons, il y en a souvent une seule qui est la bonne, qui est celle qui est sécurisée. Et les 999 autres peuvent présenter justement des failles parce qu'on est faillible. Maintenant, quand on a des données qui s'envolent dans la nature, qui sont volées, qui finalement atterrissent sur le dark web, qui peuvent être revendues, parce qu'aujourd'hui, il y a un marché de vente et d'achat donc de nos données personnelles. En fait, c'est ce qui est aussi une démotivation des pirates. Globalement, ce qu'il faut s'attendre avec l'attaque chez France Travail, c'est à recevoir des mails, des SMS avec des données assez précises vous concernant. Ça peut être aussi un appel téléphonique avec une voix simulée ou en tout cas qui vous donne confiance, qui reprend quelques codes de votre banque, par exemple, hein. Donc, c'est très souvent des tentatives d'enrichissement, de fraude qui peuvent être menées à votre endroit. Donc là, globalement, on entend dire vos coordonnées bancaires n'ont pas été volées. Donc, ben oui, mais nom, prénom, numéro de sécurité sociale et ainsi de suite, ça suffit pour engager une conversation avec quelqu'un, lui donner confiance. Parce que voilà, on lui donne des données qui le concernent. Donc on se dit, ah ben c'est mon conseiller qui m'appelle, ben, je vais lui répondre, je vais tout lui dire, je vais faire ce qu'il me demande de faire. Et c'est là où on se fait piéger. Donc il y a pas forcément besoin de se faire voler grand-chose parce que ben, voilà, nom, prénom, un statut ou votre adresse postale, voilà, des choses comme ça suffisent parfois voilà, à tomber dans le piège. Donc Mais oui, la vigilance est de mise en permanence. Euh, J'ajouterai une petite chose, c'est que les attaquants, les pirates, quand ils agissent comme ça, essayent de vous mettre sous pression. Il y a une certaine forme d'urgence qui apparaissent, donc soit dans leur SMS, leur mail, sur WhatsApp ou par téléphone. C'est du genre, oui, c'est une fille qui appelle sa mère et qui lui dit, je viens d'avoir un accident, donc là, il faut absolument que tu m'envoies un virement pour que je puisse payer mes frais parce que je suis à l'étranger. Enfin bref. Et ça, voilà, le cerveau déconnecte un petit peu, hein, le cortex cérébral déconnecte et on est sur le reptilien. Et c'est là où on se dit, voilà, quelqu'un est en danger, ma fille est en danger, ok, je fais tout de suite le virement, je réfléchis même pas sur quel RIB et j'envoie. Et c'est là où on se fait piéger, vraiment. Donc, il faut être vraiment très, très vigilant. Je terminerai en disant que, globalement, pour moi, il y a 4 motivations pour les pirates. Moi, j'appelle ça, je les regroupe sous l'acronyme FAME. F pour la fraude, donc on comprend que ben, on essaye de trouver des moyens de s'enrichir, de voler de l'argent d'une manière ou d'une autre. Le A, c'est l'activisme. Donc ça peut être les Anonymous, hein, par exemple, hein, qui défendent une cause ou qui en combattent une autre. Le M, c'est la malveillance. On cherche tout simplement à nuire, à détruire. Ça reprend ce que disait Marc-Antoine tout à l'heure, hein. Et le E, c'est l'espionnage auquel on ne pense pas suffisamment en France. On pense que c'est un peu d'une James Bond, tout ça, que ça n'existe pas. En fait, globalement, l'espionnage, finalement, c'est peut-être une des plus grandes sources d'attaque. Elle se fait de façon clandestine, invisible, et des Et TPE, généralisé. Pardon? Et généralisé. Généralisé. Ah, Et donc des TPE qui ont des vrais savoir-faire. Moi, je connais bien le milieu de l'aéronautique, par exemple, qui est un milieu très sensible, avec un écosystème très large, peut très bien, finalement,
se faire espionner sur tel et tel système ou processus voilà, qui tourne autour d'un avion de chasse. Voilà. Donc en fait, voilà, cet acronyme FAME reprend vraiment les cas de motivation des pirates. Et ce qu'ils cherchent à faire, bah, c'est briser finalement soit la disponibilité d'un système, soit son intégrité, soit la confidentialité des données qui se trouvent à l'intérieur. Voilà, ce sont les trois piliers finalement de la cybersécurité. Si je reviens à l'image que vous avez présentée, qui est celle de l'empilement de systèmes avec peut-être des brèches, des portes ouvertes, on pourrait se dire aussi que c'est des pirates d'opportunisme, c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher où restent ces portes ouvertes sur des systèmes qu'on comprend bien qui sont bien récents, mais chacun a mis des petits bouts un peu, voilà, à rajouter de l'information à l'information. Je pense que la bête Internet nous a dépassé à un moment, a pris une telle ampleur que plus personne ne sait où est rangé quoi ou comment c'est censé fonctionner, ou même comment on est censé fonctionner les uns avec les autres. Parce que là, on parle de la France, on utilise un certain système, on pourrait étendre ça aux normes européennes dont on va parler évidemment, puis après à l'échelle mondiale où chacun en fait arrive avec avec ses petites pierres à l'édifice, et puis l'édifice devient un petit peu brinque-ballant. C'est une image voilà, un peu de la tour de Babel qui s'effondre. Mais avec en tous les cas, cette aggravation du nombre de cyberattaques, c'est en tous les cas mon point de vue, encore une fois, un petit peu externe, on se dit que le nombre de réglementations, le nombre de tentatives de colmater les brèches sont multipliés aussi. Euh, Concrètement, comment ça se présente tout ça? Est-ce qu'on vise un système universel Internet qui soit sécurisé, qui soit bien réfléchi pour que chaque faille disparaisse? Et est-ce que c'est même envisageable d'ailleurs? Et puis, comment est-ce qu'on applique ça à notre niveau? Et vous secouez la tête. Je Ah sens ouais. bien que c'est un vœu pieux hein, dont je vais faire preuve, mais ça serait pas plus simple de tout effacer et de tout recommencer en fait? Non, non. Ah bah, et on peut attendre le Père Noël aussi le 24 décembre au soir, mais enfin, on est nombreux à plus trop l'attendre. En fait, il y a une explication qui est technique, qui est assez compréhensible au départ. L'Internet, qu'on utilise absolument tous, l'Internet, c'est 1971. D'accord. TCP, IP, V1, hein, pour le dire en termes techniques, ça a 50 ans. Donc, dans l'histoire de l'humanité, c'est déjà un phénomène qui est extrêmement récent. Bon, mais l'Internet au début, c'était pour des universités, quelques professionnels, donc ça n'intéressait pas grand monde. Et l'explosion, au sens positif du terme, des systèmes qu'on utilise tous, en fait, c'est arrivé lorsque tout le monde a commencé à avoir un téléphone sur lequel on avait aussi l'Internet. Et c'est la révolution de l'iPhone. On va le simplifier à l'extrême. Je veux dire, entre 1971 et 2007-2008, je crois, le premier iPhone, l'informatique, quand même, était en grande partie réservée à des professionnels, de plus en plus nombreux, certes, mais ce n'était pas répandu dans le grand public. Et à partir du jour où on a eu ces téléphones absolument extraordinaires, où on pouvait surfer sur le web, écouter sa musique, regarder des vidéos, gérer son agenda, gérer son carnet d'adresses, vous multipliez la capacité, enfin, le nombre de terminaux, hein, je veux dire, ce machin-là, que je ne sais pas si vous le voyez bien, oui, non, parce que j'ai une espèce de fond, enfin, bref, c'est un iPhone. Bon, à partir du moment où il y a 10 000 personnes dans un système, on peut le sécuriser. Et à partir du moment où il y en a, je ne sais pas, 3 milliards, ça devient plus compliqué. Donc déjà, c'est pour prendre en compte l'échelle du phénomène. Et très techniquement, enfin, un truc basique, quand on a créé ce réseau, l'Internet, IP, V1, V2, V3, V4, V6, OK, ça n'a jamais été pensé pour être sécurisé. Parce que quand vous essayez de faire communiquer des machines, votre premier problème, c'est que ça marche. Parce que faire communiquer des ordinateurs avec des 0 et des 1 qui vont passer dans des tuyaux, tout ça étant entièrement immatériel, eh ben, la préoccupation de l'époque a été plein de trucs, sauf la sécurité. Sauf qu'aujourd'hui, on est passé, je vais caricaturer le trait, mais on va passer de 10 utilisateurs à 4 milliards. Et maintenant, on découvre qu'on a des problèmes de sécurité. Donc, on va rajouter techniquement des couches les unes sur les autres. On ne peut pas faire table rase de l'Internet, on débranche, on recommence Internet à côté, c'est pas Mm. possible. Ça n'est juste pas possible. Pour moi qui le dis, hein, c'est des gens bien plus intelligents et bien plus techniciens que moi, mais ça, je l'ai bien compris. Et de l'autre côté,
on se retrouve, nous professionnels, nous citoyens, nous parents, on se retrouve devant des outils donc, qui sont extrêmement performants, qui permettent de faire des trucs géniaux ou absolument horribles, c'est tout l'aspect cybercriminalité. Et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui lève la main et qui demande, est-ce qu'il y aurait des lois là-dedans? Alors, on nous a expliqué, moi j'ai eu la chance de vivre le phénomène de l'Internet quand ça a vraiment démarré. Moi, je suis avocat depuis un peu plus de 25 ans, donc j'ai vu l'arrivée de l'Internet. D'abord, moi pour bosser, puis ensuite, les gens qui bossaient sur l'Internet, les sites web, le e-commerce, tout ça. Moi, j'ai vu tout ça arriver. Et au début, on nous disait, mais Internet, c'est une zone de non-droit. Bon, alors, nous les juristes, on rigolait un peu. Et puis pour la faire courte, aujourd'hui, on voit qu'il y a un problème très important de sécurité de tous nos réseaux. Quand on parle de nos réseaux et nos systèmes d'information, on va parler de la gestion de l'électricité en France ou en Europe, hein, parce que moi je travaille surtout avec des textes qui sont européens, des directives, des règlements européens. Donc on va protéger la gestion de l'électricité qui est transportée en France partout, l'eau potable, les hôpitaux, l'énergie hein, au sens large. Euh, bah, tout ne fonctionne qu'avec de l'informatique pour le dire comme ça. Si Mhm. notre informatique s'arrête, regardez ce qui arrive sur les hôpitaux, ok? Si on n'a plus d'hôpital, qu'est-ce qu'on fait? On repart au Moyen Âge? Je veux dire, c'est pas possible. Et aujourd'hui, un hôpital, ben, s'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de scanner, il n'y a plus d'IRM, il n'y a plus d'ascenseur, il n'y a plus de téléphone non plus, d'ailleurs. Hein. Si on n'a plus d'électricité, nos téléphones, on ne va pas les recharger longtemps. Donc, en fait, c'est nos sociétés, telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui, qui s'arrêtent, au sens propre. Donc, après avoir tenté un ou deux trucs, je vais vous le faire en très rapide, l'Union européenne a dit, OK, maintenant on va arrêter de plaisanter. Et pour les secteurs économiques qui permettent de faire fonctionner nos sociétés, on va faire des lois. Ça s'appelle notamment la directive NIS, c'est Network Information Security System, machin. Et là, au lieu de nous faire des petites lois où on dit, bah tiens, on va y arriver, c'est tellement complexe qu'on se retrouve avec des lois qui font 120 pages, 150 pages et qui disent quoi en substance? Vous, professionnels. C'est des lois qui ne s'appliquent qu'aux entreprises, un peu aux administrations. Qui dit vous, vous gérez, je sais pas moi, vous gérez les barrages. Hein, vous savez, des barrages hydroélectriques où on arrête l'eau, on ouvre une vanne, la vanne, enfin, il y a une turbine qui tourne, ça fait de l'électricité. Mais si le barrage se rompt parce que le logiciel a été piraté, bah, le barrage se rompt dans la vallée. S'il y a 50 000 habitants, on va attendre d'avoir 50 000 morts? On va attendre de plus, parce que le niveau de la menace, c'est ça aujourd'hui, il ne faut pas rêver. Donc on nous prend des lois qui sont des mammouths législatifs et on impose de force, avec menaces de contraintes pénales, sanctions financières, responsabilité des dirigeants de ces entreprises. On leur dit, si vous ne faites pas de la cybersécurité, ça va très mal se passer. Et on part de tellement bas, pour l'immense majorité des professionnels, que c'est pas je prends une loi et dans 3 mois tout est fait, c'est je prends une loi, ça fait 3 ans déjà. Une fois que la loi est adoptée, ben, ça met 2, 3, 4, 5 ans à rentrer effectivement en application. Parce que sur le papier, c'est bien. Mais si derrière le job, techniquement, il n'est pas fait, et ça, Stéphane voit très bien de quoi je parle, parce que ça a été son boulot dans l'armée de l'air, au Crédit Agricole, et maintenant dans le cadre du conseil qu'il rend, je veux dire, c'est beau de faire des contrats avec plein d'obligations. Si c'est pas fait techniquement, bah, il se passe rien. Et aujourd'hui, c'est ce mouvement législatif qui s'est emballé parce que tout d'un coup, l'Union européenne comprend, bah, il y a quand même la guerre aux portes de l'Europe, notamment une vraie guerre cyber, quand même, il faut appeler un chat un chat. Et les Russes, ils ont bien vu qu'ils essayaient d'attaquer les infrastructures numériques ukrainiennes. Les Ukrainiens, ils leur avaient fait le coup depuis un moment, ils se sont protégés. Puis à un moment, pour couper l'électricité, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fini par envoyer des missiles sur les infrastructures critiques permettant de générer l'électricité, de la distribuer en Ukraine. Le problème de la grande centrale nucléaire, je ne sais plus comment elle s'appelle, avec le barrage qui a sauté, bah, si vous arrêtez l'électricité, bah, le pays part au Moyen Âge. Et c'est comme pour ça que l'Union européenne, aujourd'hui, pour protéger les pays de l'Union européenne et les sociétés, nous, les citoyens, eh bien, on prend ces lois mammouths. Ouais, Mammouth, ça vous inspire un sourire déjà, Stéphane, c'est pas mal. Mais C'est vrai que les lois sont arrivées très tardivement. En gros, maintenant, ça fait une dizaine d'années que finalement des lois arrivent Mm. pour réglementer le monde cyber. Il y en a toujours eu plus ou moins sur les systèmes d'information auparavant, mais
notamment venant des États-Unis pour leurs propres intérêts. Et en France, voilà, la LPM, ça a été quand même finalement fin 2013, j'allais dire un choc émotionnel pour les informaticiens qui jusqu'à présent ne s'étaient jamais vus imposer quoi que ce soit en termes de réglementation pour faire de l'informatique. C'était un petit peu le règne de la feuille blanche. J'écoute les expressions de besoin de mes clients et je fais selon mes capacités, selon ce que j'ai appris à l'école, et je crée une application. Je mets ça sur un serveur et je mets tout ça en réseau. Mais on s'est comme assez rapidement rendu compte que quand on formait les informaticiens, il manquait un volet important qui était celui de la sécurité. Donc, on a beaucoup oui, d'informaticiens, et je peux très bien en parler moi-même parce que j'ai aussi été développeur. Voilà, on ne nous apprenait pas la sécurité, on nous apprenait surtout à réussir à créer une application qui réponde aux besoins du client. Et qui Euh, marche. et, euh, et est-ce que ça marche? Donc, la fameuse disponibilité de tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Et puis, en fait, avec la loi de programmation militaire qui s'adresse toujours, parce qu'en fait, même si la loi elle-même avait une durée de vie de 5 ans, son contenu, lui, est toujours d'actualité. Elle a demandé à ce que soit sécurisé une douzaine de secteurs d'importance vitale, secteurs d'activité d'importance vitale, un peu ceux que Marc-Antoine Ouais, a c'est les mêmes. cités, et qui, pour la nation française, doivent rester en état de fonctionnement, j'allais dire quoi qu'il en coûte, phrase bien connue, mais quoi qu'il puisse se passer en termes d'attaque. Donc il faut vraiment avoir à l'esprit que c'est assez récent, que la mise en œuvre de telles exigences, ça prend du temps, ça demande aussi à ce que l'être humain évolue, prenne en compte que maintenant, il faut faire son travail en pensant à la sécurité dès le début d'un projet. Au niveau des législateurs, effectivement, là, on voit une vague ou un tsunami de réglementation et d'exigences nous tomber dessus. Euh, il y a eu Nice 1, il y a Nice 2 maintenant, il y a eu 3 LPM entre-temps, depuis 2013. Et on se dit aussi, moi, il me faut aussi un peu de temps pour comprendre la loi, pour l'implémenter chez moi, pour m'assurer que ce soit correct, avant que n'arrive une nouvelle loi qui, en fait, va puiser dans mes ressources financières et humaines et m'empêcher de m'occuper du business. C'est un peu ce que disent les chefs d'entreprise. En fait, quand on est dans un milieu concurrentiel, c'est toujours délicat pour un dirigeant d'entreprise de se dire, il va falloir que, en gros, les bénéfices que j'ai faits cette année, je les réinvestisse dans de la sécurité, qui est comme une sorte d'assurance, en fait. On ne sait pas si ça va nous servir ou pas, plutôt que d'investir dans le business et puis de continuer à gagner des clients, enfin bref. Donc, il y a vraiment aussi une difficulté à ce niveau-là. Euh, mais je pense que ces réglementations, elles font du bien. Elles font du bien et elles sont nécessaires parce qu'il était temps d'arrêter un peu comment dire ça, cette époque où l'informatique, c'était un peu comme voilà, la phase des hippies, hein. On faisait un peu comme on voulait, on programmait comme on voulait, voilà, on faisait un peu ce qu'on voulait globalement. Donc ça a un peu mis le coup près, ça a sonné la fin de la partie. Maintenant, voilà, on est des professionnels, il faut le montrer. Et finalement, une application n'est jamais aussi bonne que si elle a été sécurisée dès le début. Ça reste une chaîne complète, un empilement, hein, comme vous le disiez, Amandine, et cet empilement, il nécessite une certaine cohérence et qui est quand même assez délicate à faire. Je dirais qu'un système d'information, c'est comme un organisme vivant, comme un être humain. Donc, il peut avoir un certain nombre de défenses qui se mettent en œuvre quand il y a une piqûre d'insecte, par exemple, hein. Donc, une attaque. Mais si l'attaque est vraiment trop forte,
eh ben, voilà, la défense interne ne suffira pas et voilà, il faut penser à appeler le SAMU, aller à l'hôpital. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut sortir l'artillerie lourde à ce moment-là. Et c'est ça que les dirigeants d'entreprise doivent comprendre. Aujourd'hui, un pirate, il ne vous cible pas vous en particulier. Il n'est pas en train de se dire, bah, tiens, aujourd'hui, je vais aller attaquer EDF, aujourd'hui, je vais attaquer GRDF. Non, ça, c'était peut-être avant. Aujourd'hui, ce sont simplement des automates qui scannent en permanence Internet et qui, avec des mots-clés, font des remontées dans des listes, récupèrent les vulnérabilités de telle ou telle entreprise et qui ensuite sont choisis par les pirates pour servir justement leur dessein. Donc aujourd'hui, quel que soit le système qui est exposé sur Internet, une chose dont on peut tous être sûr, c'est qu'il est scanné en permanence par des systèmes de pirates et qu'un jour, bah, votre tour arrivera. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je veux pas vous effrayer tous, mais faisons le minimum, mettons les bonnes pratiques en place et c'est ce que dit l'ANSSI elle-même. 10 bonnes pratiques, les plus courantes, réduiront d'environ 95% les attaques des entreprises françaises. Alors avant d'évoquer peut-être ces bonnes pratiques, alors peut-être pas toutes dans leur totalité, mais ce que vous disiez me suggère quand même une question. Vous disiez que la mise en conformité est un investissement de la part des entreprises. Effectivement, c'est un peu le principe de l'assurance. Finalement, on s'assure sans savoir si l'assurance sera là pour nous rémunérer quand on aura besoin d'elle parce qu'on a été victime de quoi que ce soit. Mais justement, est-ce que cette mise en conformité garantit la sécurité ou est-ce que les pirates vont tellement vite que de toute façon, la réglementation n'arrivera jamais à aller, la réglementation qui nous est imposée sur ces mises en conformité n'ira jamais assez vite pour pallier les futures attaques. Mise en conformité, sécurité, ça, c'est un cercle vertueux, certes, mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ça suffit? Moi, je vais juste faire une métaphore simple. Quand on a commencé à construire des voitures, à un moment, on a mis des serrures sur les portes des voitures avec des clés. D'accord? On Oui. essaie quand on est un professionnel industriel et qu'on vend de la voiture, on va faire un minimum de sécurité. Il est évident que la sécurité sur une Twingo, aujourd'hui, va être moins importante que la sécurité sur une voiture qui vaut, je sais pas, je dis n'importe quoi, 5 millions d'euros. Où là, on va mettre des systèmes de sécurité beaucoup plus évolués, beaucoup plus élaborés. Bon, aujourd'hui, il y a des Twingo qui se font voler. Je dis Twingo, vous prenez n'importe quel modèle, je ne m'intéresse pas aux voitures de toute façon, mais c'est pour retenir la métaphore. Et même quand j'ai acheté une voiture à 5 millions d'euros, si moi j'ai beaucoup d'argent et que je décide d'aller voler cette voiture-là, j'y arriverai aussi. Donc, faut raisonner en termes de risque. Qu'est-ce qu'on va dépenser comme argent pour sécuriser quoi? Parce qu'aujourd'hui, le problème de la sécurité, que ce soit la sécurité des portes de nos appartements et de nos maisons, ou de la sécurité de nos ordinateurs et de nos téléphones, c'est une question de prix. Si aujourd'hui on demande individuellement à nous tous de faire des efforts pour faire plus de sécurité, on voit bien, ça ne marche pas. On nous a mis depuis des années dans les mains des outils, nos téléphones, nos ordis, qui sont des trucs qui fonctionnent vraiment très très bien. C'est extraordinaire ce qu'on fait avec. Mais on nous a jamais appris d'abord à nous en servir correctement. Et la plupart n'ont pas été pensés pour de la sécurité. Et aujourd'hui, on nous dit, alors faut pas cliquer là, faut surveiller ça, attention, mais ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Donc aujourd'hui, ce que moi je vois passer dans toutes ces réglementations, c'est qu'on va dire aux professionnels, je dis, bon, vous n'avez rien fait pendant des années, vous, professionnels de l'informatique ou professionnels du pain au chocolat vendu en grande quantité ou de ce qu'on veut. Dit maintenant, c'est vous qui allez être obligé de faire les efforts. Parce que c'est à vous de livrer ou de travailler dans des conditions où on ne va pas être obligé de regarder tous les quarts d'heure par-dessus votre épaule si vous n'avez pas cliqué sur un lien tout moisi. Une pièce jointe vérolée, un lien moisi qui va vous permettre de prendre des machins. On n'y arrivera jamais. Ça ne marchera pas comme ça. Donc, ça tombe sur les professionnels et eux vont commencer à être obligés de déployer des vraies mesures de sécurité qui ne garantiront pas le zéro attaque. Depuis que l'humanité existe, il y a des voleurs, des menteurs, des trafiquants de tout ce qu'on veut. C'est la nature humaine. Donc, on va regarder où sont les vrais risques et puis on va peut-être essayer, déjà, on va s'attaquer au plus important. Aujourd'hui, ça s'appelle en France, ça s'appelle les opérateurs d'importance vitale, qui sont 500, 600, c'est pas très bien, mais enfin,
On voit bien qui c'est, quoi. Rungis, hein, le marché d'intérêt national, le mine de Rungis. C'est le plus grand marché alimentaire d'Europe. Si le marché de Rungis s'arrête de fonctionner demain parce qu'il n'y a plus d'informatique, les camions ne rentrent plus, les camions ne sortent plus de livraison, dans aucun sens, plus de frigo, plus d'alimentation sur Paris, la région parisienne. Au moins, en une semaine, c'est la guerre civile. Objectivement, hein, il y a des études là-dessus, on le sait, au bout d'une semaine, les gens s'entretuent dans les rues. L'eau potable et compagnie. C'est ça que ça vise au départ. Donc, on dit c'est les opérateurs d'importance vitale. Donc, ça ne touche pas les citoyens. Personne n'a entendu parler de ça, sauf les professionnels comme Stéphane, comme moi, ou nous, on travaille là-dedans. Puis ensuite, l'Union européenne a dit, bon, bah, maintenant, on va généraliser ça à 18 secteurs au niveau de l'Europe. Parce que si moi, je fournis de l'eau potable, hein, moi, entreprise privée, je fournis de l'eau potable pour la France, la Belgique, le Luxembourg, l'Espagne, l'Italie, je ne sais pas, bah, si moi, je m'arrête de travailler, ça a des grosses conséquences au niveau européen. Et aujourd'hui, les législations, c'est ça. C'est déjà de dire à des professionnels qui sont dans des secteurs stratégiques pour notre vie. On n'a plus de téléphone portable demain. Comment faisons-nous tous pour travailler, pour nous déplacer? Moi, je suis dans Paris avec mon téléphone, je rentre l'adresse, je regarde où je vais, et je ne cherche même plus à savoir comment ça marche. Mais il faut que ça marche. Mais si maintenant on nous enlève ça, moi j'ai connu avant, hein, mais aujourd'hui, les jeunes générations, eux, on leur enlève leur téléphone portable, et ils arrêtent de vivre. J'ai deux gamins, hein, 20 ans, 18 ans, sans leur portable, c'est pire que la mort. Parce qu'au moins, la mort, il se passe vraiment plus rien. Non, mais je peux le dire en rigolant un peu, mais la réalité de ces législations qui tombent aujourd'hui, c'est ça. Mais le risque zéro, on l'aura jamais. On aura des cyberattaques, des malveillants, des crapuleux, des espions, des États qui nous veulent du mal. Il y en a plein. Les Américains ne sont pas les derniers. Les Chinois, c'est la fête à tous les étages. Les Iraniens, très très bons. Les Israéliens, d'un autre côté, sont super forts. Parce que quoi? Pour faire des cyberattaques, il faut un PC, il faut une connexion Wi-Fi, je vais caricaturer à l'extrême, hein, et il faut du savoir-faire. Donc, en termes d'investissement, quand on est un malhonnête ou un attaquant pour un État, c'est c'est juste ça. Alors qu'avant, pour bombarder une usine ou arrêter un pays, il fallait l'attaquer avec des divisions blindées. Bon, là aussi, c'est un peu exagéré, mais aujourd'hui, vous voulez faire une attaque sur un pays pour lui couper l'électricité, ça va être un peu difficile, mais vous pouvez y arriver. Il n'y a pas besoin d'envoyer 150 000 missiles, 200 000 hommes dans des blindés qui vont envahir tout le monde. Je veux dire, on n'en est pas encore là avec le cyber, mais on commence à se protéger, nous les Européens, là-dessus. Au moins là-dessus. Mais la formation de vous et moi au quotidien, nos collaborateurs en entreprise, nos enfants, nos voisins, nos parents, ça ne marchera jamais. Je n'y crois pas. Bon, alors, on va pas partir perdant non plus, hein. Voilà, il y a des Non choses à plus. faire, mais en tous les cas, ça devient aussi une obligation maintenant de se mettre en conformité à Absolument. certaines réglementations. Ce Absolument. qui peut paraître, vous parlez d'un marchand de pain au chocolat ou de chocolatine, je ne sais pas qui nous écoute et quel est le vocabulaire utilisé, mais ça peut paraître aussi, voilà, c'est très très loin de mon corps de métier. On est en train de me parler de mise en conformité, réglementation. Les réglementations européennes, on en a beaucoup entendu parler avec les agriculteurs aussi, qui nous ont quand même Mmh. explicité que c'était très loin de leur cœur de métier, qu'ils y passaient un temps fou, qu'ils en perdaient aussi beaucoup. On délègue dans ces cas-là pour un chef d'entreprise. Qu'en pensez-vous, Stéphane? Moi, je pense qu'effectivement, il est difficile pour une entreprise aujourd'hui qui est taillée à la mesure donc de son business, qui a le juste nombre de ressources voilà, pour assurer son fonctionnement, de se lancer dans un programme de mise en sécurité sans faire appel à des ressources supplémentaires. Sinon, c'est sûr qu'au lieu de 3 ans pour mettre en place NIS 2, on va multiplier par 3, 4 ou 10, hein. Donc, il est nécessaire effectivement de faire appel à des ressources externes ou de mobiliser des ressources internes au détriment d'autres choses. Mais globalement, la ressource externe, elle a aussi un avantage. C'est que une fois le programme terminé, voilà, l'entreprise revient à son volume quasiment identique de ressources humaines précédent, et en étant mieux sécurisé, et l'expert qui est intervenu
appliquera les mêmes mesures que celles qu'il a déjà appliquées ailleurs, donc ça portera une certaine uniformité également. Alors c'est avantage et inconvénient aussi, hein, c'est que les experts aujourd'hui ne sont pas non plus tous certifiés, ne sont pas tous labellisés. On peut, un peu comme un agent immobilier, se déclarer expert cyber aujourd'hui. Donc, ça nécessite aussi, ça nécessite aussi là, de faire un certain ménage aussi, ou en tout cas de faire progresser tout cet environnement, tout cet écosystème vers une certaine labellisation. En fait, ce que l'on cherche à faire dans la sécurité, entre les entrepreneurs, les prestataires et les utilisateurs, c'est d'avoir de la confiance. On veut s'assurer que quand on utilise un système d'information, on puisse le faire en toute confiance. Donc, il faut choisir ses prestataires du mieux que l'on peut, avec les critères que l'on peut trouver. Mais c'est quand même mieux s'il y a des labels. Mais je dirais, je reviens tout à l'heure comme à la voiture, avoir un label, ce n'est pas non plus nécessaire, enfin, ce n'est pas suffisant. En fait, conformité n'est pas sécurité. Une voiture, si je reprends une Twingo, pour rebondir sur l'exemple de Marc-Antoine, une Twingo, elle peut très bien avoir passé un crash test, l'avoir réussi, je l'espère en tout cas avec 4 ou 5 étoiles avant d'être mise sur le marché, mais ce n'est pas pour ça que ça empêchera l'accident. On est bien d'accord. Donc un système d'information qui est réglementairement conforme à Nice, LPM, DORA, avec des audits qui vont attester que les mesures de sécurité sont bien mises en place, ne va pas réussir à empêcher, voilà, ne pourra pas empêcher une cyberattaque. Donc ce n'est pas suffisant. Donc en fait, pour aller au-delà de ce... Enfin, il n'y a pas de risque zéro aujourd'hui. Pour aller au-delà de ce que la loi nous impose, il faut aussi finalement se préparer à la cyberattaque. On est tous scannés, comme je le disais tout à l'heure, enfin tous les systèmes sont scannés. À un moment donné, on ne sait pas pour quelle raison on sera choisi. Et a priori, c'est en augmentation en Europe, hein. L'Europe subit aujourd'hui à peu près un tiers des attaques mondiales. Donc, vaut mieux se dire, je fais ce qu'il faut en termes de conformité. Je n'ai pas le choix de toute façon à cause des sanctions, des amendes. Mais je me prépare quand même à la situation de l'attaque. Et pour ça, c'est ce qu'on appelle la situation de cybercrise. Je m'entraîne, je fais appel aussi à des prestataires qui sont des sachants dans le domaine et qui vont venir m'aider à progresser et à savoir quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont les bonnes réactions à avoir le jour où ça se produit. Ça peut être 3 fois rien, mais ça peut être aussi très grave. Aujourd'hui, une TPE ou une PME qui se fait attaquer, malheureusement, pour une partie d'entre elles, va mettre la clé sous la porte. Au bout de 18 mois, l'activité aura cessé. Donc, ce sera des personnes qui seront au chômage, ce sera peut-être des drames familiaux. Et donc, voilà, faut vraiment faire cette différence entre conformité et sécurité. Il y a quand même un point, enfin, il y a des points positifs à la conformité, hein. Je ne suis pas en train de critiquer ça, bien au contraire, mais ça fait quand même avancer les choses, comme je le disais tout à l'heure. Mais aujourd'hui, même si, comme le disait Marc-Antoine, ce sont les professionnels qui sont visés par ces réglementations, il y a un effet de tache d'huile qui se produit. Aujourd'hui, Absolument. les grandes entreprises qui sont visées par LPM, NIS 2, vont aussi devoir s'assurer que leur chaîne d'approvisionnement sera sécurisée. Donc en fait, ça va petit à petit arriver vers les entreprises de moindre taille. Et c'est un peu l'effet voulu par le législateur pour qu'au final, d'ici quelques années, et ben finalement, tout l'écosystème de l'entreprise et du commerce en Europe soit sécurisé. Vœux pieux, Marc-Antoine, vous nous Bah, disiez tout à l'heure que non, 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 tout non, effacer à c'est recommencer. Non, mais non, non, effectivement, non, c'est pas un vœu pieux du tout. Je veux dire, on a des systèmes extraordinaires qui marchent. Ouah, on se fait attaquer tout d'un coup, tout peut s'arrêter. Si l'État
France, Europe, ne nous pond pas des législations en disant à tout le monde, allez, maintenant, on siffle la fin de la récré, hein, c'est ce que tu disais, Stéphane, on siffle la fin de la récré, et puis on s'en prend aux vitaux, donc opérateurs d'importance vitale. Ensuite, on va dire les opérateurs essentiels. Puis ensuite, en même temps, là, on est en train de nous dire les entités financières, parce qu'on sait que si on n'a plus de banque, plus d'assurance, ça va pas bien se passer non plus. Et au fur et à mesure, on va descendre dans le tissu industriel jusqu'à ce que ça concerne tout le monde. Et aujourd'hui, donc, on parle de cyberattaques très emblématiques. Voilà, France Travail, parce que tout d'un coup, 43 millions de données ont fuité. Très bien, c'est atroce, machin. Mais je dirais que ça, c'est à la limite, ça va nous gêner individuellement quand on se fait usurper son identité, hein. Ça, je dis pas que c'est drôle, hein, parce qu'on me pose des tas de questions. Je dis non, mais surtout, je veux même plus répondre à ça. Mais quand on est qu'est-ce que j'ai vu la semaine dernière comme exemple? Un industriel, enfin, un chocolatier, voilà, ils sont 90 salariés, ils font 15 millions de chiffre d'affaires. OK? Donc, ils fabriquent du chocolat, hein, c'est des bons chocolats, ils sont dans l'Est de la France. Vraiment, c'est du truc de qualité. C'est pas du gros industriel, c'est vraiment du super truc. Ils ont pris un crypto locker. Pendant un mois, ils n'ont pas travaillé. Et donc, le chef d'entreprise m'appelle, il me dit, mais pourquoi nous? Je dis, mais pourquoi vous? Mais parce que votre outil informatique qui pilote vos machines, votre comptabilité, vos lettres, vos machins, ben, vous n'allez pas mettre 1 € pour faire de la sécurité parce que votre métier, c'est de faire du chocolat. Ah ben oui, bah pourquoi nous? Bah pourquoi nous? Et là, les médias sont assez. D'abord, ils y comprennent rien, hein, en majorité. Je parle d'à peu près de tous les médias. Ils y comprennent rien. Et on continue de véhiculer l'image du tocard avec son hoodie sur la tête, au fond de sa cave, en train de tapoter sur un clavier. Mais c'est plus ça. C'est terminé, ça. Aujourd'hui, c'est des gens assez professionnels qui créent. Alors, toi, tu disais robot, Stéphane, je vois très bien ce que tu veux dire, qui créent des logiciels, ils les lâchent sur Internet, donc dans le monde entier, et on leur dit, toi, tu vois le petit logiciel, toi, tu vas attaquer tout ce qui va être un système d'exploitation Siemens V3.8 machin, donc un truc qui va servir en milieu médical, par exemple, et hop, on lâche le logiciel dans la nature. Mais le logiciel, il va trouver tout seul. Et comme les hôpitaux, ils sont sécurisés de rien du tout, il va rentrer dans tous les hôpitaux qu'il trouve. Et que l'hôpital, il soit au Bénin, en France ou aux États-Unis, ça ne fait aucune différence. Et tout d'un coup, en France, tout le monde crie en disant: oh là là, nos hôpitaux n'ont pas d'argent. Comment s'en prend-on à la défense de la vie humaine, machin. Mais d'abord, les pirates, c'est des enfoirés, parce que la preuve, c'est des pirates. Donc, il n'y a aucun scrupule de rien. Il faut arrêter de rêver avec l'éthique, machin, c'est zéro. On est un pirate, quoi. OK? On fait ça pour le pognon ou on fait ça pour détruire. Voilà. Et quand c'est les machines qui le font tout seuls, il suffit de bloquer 100 systèmes d'information pour en avoir deux qui payent et c'est rentable. C'est une industrie mondialisé. Voilà. Alors évidemment, quand on est la Chine et qu'on veut aller voler les plans d'Airbus, là, c'est État contre État ou État contre grosse entreprise. Là, on est à un niveau de sécurité où quand on est une grosse banque, je veux dire, aujourd'hui, on n'attaque plus les agences bancaires avec un pistolet. On sait très bien que tout est sécurisé, les coffres. J'ai une anecdote géniale comme ça. Il y a déjà 20 ans, deux jeunes Corses qui montent donc de Corse à Marseille. Ils vont attaquer une banque avec un pistolet. L'histoire est vraie, hein. Ils ont attaqué la banque Sofinco. C'était une banque de crédit. Il n'y avait pas d'argent dans les coffres de la banque. Donc, je vous passe les dettes. Donc les truands corses rentrent dans l'agence et disent: donnez-nous le pognon. Et les autres ont dit: on n'a pas d'argent. Mais il y a marqué banque. Mais dans les banques aujourd'hui, le cash, c'est des distributeurs qui ont le cash. Donc quand on veut voler de l'argent, on va voler l'argent de manière numérique. On va attaquer les réseaux, les systèmes d'information, les logiciels, les applications, tout ce qu'on veut. C'est moins risqué. Attaque à main armée, manière judiciaire, ça coûte cher. Intrusion informatique, allez, c'est 4 ans maximum, et on en chope un tous les 100 000. Eh bien, allons-y gaiement. Le Espérons en constat, il tous, est là, hein. espérons en tous les cas que l'effet tache d'huile fonctionnera effectivement, parce qu'encore une fois, Internet, c'est déjà très ancien et en même temps, c'est extrêmement récent, hein. Ça se compte en décennies pour l'instant. Espérons peut-être que l'avenir ira dans le bon sens et qu'il y aura une prise de conscience qu'on peut malheureusement pas jouer, ne pas jouer la carte de la sécurité Elle est en aujourd'hui. train de devenir la prise de conscience. Ouais. Comme je l'annonçais tout à l'heure, ceux qui nous écoutaient, celles et ceux qui nous écoutaient avaient la possibilité de poser des questions par chat, parce que ça fait déjà 1 heure qu'on discute, messieurs, et merci pour cela. J'ai quelques questions sous les yeux.
La première étant posée par Christophe qui demande quel système de protection pourriez-vous proposer à des TPE, PME? Là, c'est concret. Et deuxième question, toujours de Christophe, les outils édités par Avast ou Dashlane sont-ils pertinents? Ah, non, Marc-Antoine. mais en rigolant, mais Stéphane, il sera plus compétent que moi pour répondre à ça. J'allais dire le premier outil de protection. J'ai pensé à l'eau bénite, mais c'est pour faire du mauvais esprit. Non, Stéphane, c'est pour toi ça. On n'a pas essayé l'eau bénite concrètement sur les systèmes. Je parlais tout à l'heure effectivement de mesures de sécurité basiques et en TPE, PME globalement. De toute façon, on sait très bien que les budgets vont être restreints. C'est pour ça que le législateur ne s'attaque pas directement, voilà, ou pas très directement à ces petites entreprises. Mais en revanche, on a la chance quand même d'avoir un écosystème en France qui est très développé. Mm. Je pense à l'ANSSI en premier, donc cette agence qui relève du Premier ministre, tout simplement parce que comme ça, elle adresse l'ensemble des ministères et finalement l'ensemble de la population française. Sort régulièrement voilà, des guides qui peuvent être des guides techniques Mm. ou des guides de bonnes pratiques. Donc le dernier sur les bonnes pratiques en présente quand même 42 bonnes pratiques qui vont effectivement de déployer un antivirus sur l'ensemble de ses postes de travail, sur son serveur également. C'est aussi évidemment les fameux mots de passe qu'on demande à être robuste. Alors, c'est quoi être robuste aujourd'hui? La fameuse durée de résistance d'un mot de passe de 8 caractères, aujourd'hui, elle est quasiment de 0 seconde, puisque nos ordinateurs ont continué à augmenter en puissance de calcul. Aujourd'hui, voilà, le petit conseil, c'est qu'un mot de passe ne peut pas être inférieur à 12 caractères pour un utilisateur, avec des lettres majuscules, minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Donc ça, c'est le petit conseil du jour. Euh, si vous êtes administrateur je vous le conseille plutôt d'avoir un mot de passe de 20 caractères, puis une deuxième authentification. Donc, vous recevez un SMS ou un code sur votre téléphone. Voilà, ça, c'est la double authentification qu'il faut mettre en place. Évitez sur votre poste de travail euh, de vous connecter en tant qu'administrateur quand vous êtes là en tant qu'utilisateur. Administrateur, c'est vraiment uniquement quand on a un logiciel à installer, quand on a de la sécurité à mettre en place, déployer l'antivirus par exemple. Ensuite, Dashlane, pour ceux voilà, qui connaissent pas, c'est un portefeuille de mots de passe, un gestionnaire de mots de passe. Ça, c'est une excellente idée également. On sait tous que il faut se connecter partout. Voilà. Si vous allez chez Leroy Merlin, il faut créer un compte. Si vous allez chez Truffaut, il faut créer un compte. Et donc, en fait, on n'arrête pas de se connecter partout. On a des mots de passe pro, on a des mots de passe perso. Et ça dépasse les 100, 200 mots de passe. Et au bout d'un moment, ça ne tient plus dans notre petite tête, hein. On a beau avoir quelques cases mémoire, en fait, ça ne tient Mm. plus. Donc, il faut un support. Le support, certains, c'est le post-it qu'on met sous le clavier. Donc, ça, ce n'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est plutôt de faire appel à des gestionnaires de mots de passe. Il y en a un excellent que moi, j'utilise personnellement et professionnellement depuis une dizaine d'années qui s'appelle KeePass. KEEPA2S, que vous pouvez aussi utiliser sur votre téléphone, et qui voilà, est un gestionnaire de mots de passe pour lequel vous enregistrez chacun des mots de passe pour les sites et les accès, les comptes qui sont créés pour votre usage quotidien. Et on l'ouvre, ce gestionnaire, avec un mot de passe complexe, évidemment. Hein, finalement, il n'y aurait qu'un seul mot de passe à retenir, ce serait celui de ce gestionnaire de mots de passe. Donc voilà, KeePass, c'est vraiment voilà, un excellent choix. Après, donc, je vous invite à aller regarder sur le site de l'ANSSI les 42 mesures, parce qu'elles sont vraiment de très bonne aloi, elles ne sont pas très compliquées à mettre en place. Et je pense qu'avec ça, déjà, vous allez vraiment monter Bonjour. une marche très importante et, comme le dit l'ANSSI, sans doute éviter Il est dans le 95% jardin de toute de façon. vos attaques. Je rebondis quand même sur. Vous disiez que les législateurs, pour l'instant, s'attaquaient pas trop Bah oui, ça fait longtemps que je vous ai pas vu.
au TPE. Sigrid, on peut peut-être couper Moi aussi, TPL. le micro, Oui. Stéphane. Bonne On, journée. on entend une conversation en plus. Donc, je Bonne, disais bonne que journée. bonne journée. Vous disiez que pour l'instant, le législateur ça s'intéressait pas trop aux TPE, PME qui n'exigent pas la mise en conformité, justement. Mais c'est le cas. Enfin, en tous les cas, un auto-entrepreneur, là, va pas commencer à se dire, non, mais attendez, on parle de mise en conformité. Moi, je me suis pas du tout intéressée à ça. Je risque quelque chose d'un point de vue pénal aussi. On peut me le reprocher à un moment? Non, Non. non, On non, est... la réponse est simple. Donc, non, mais c'est la pyramide dont on parlait tout à l'heure. On commence par réglementer les vitaux, l'essentiel, l'important, la finance, le truc, le machin, OK? Et puis à un moment, on va dire, bah, si tu es un professionnel, ben, tu as des règles de base. Voilà. Hmm. Enfin, il y a un truc qui est assez étonnant, en fait, dans tout ce système, c'est que quand on fabrique des médicaments, les industriels, les professionnels du médicament, c'est extrêmement réglementé. OK? Quand on fait de l'alimentaire, que ce soit de la fabrication industrielle de pizza ou quand on est un restaurant, on est extrêmement réglementé. Bon, quand on fabrique des avions, oh là là, on a des normes de sécurité à tout point de vue. Les pneus sont contrôlés, les rivets, voilà. Toutes les industries sont en Europe extrêmement organisées pour des raisons de sécurité, sauf l'industrie du logiciel au sens large, qui n'a jamais eu de normes de sécurité. Et c'est en train d'arriver maintenant. Donc, comme la situation est objectivement, enfin, ça c'est ce que je vois au quotidien, est catastrophique, très mauvaise, bon, on va dire très mauvaise, sinon on va faire peur à tout le monde. C'est très mauvais. Bah, on commence par s'en prendre au plus gros, au plus essentiel, et puis petit à petit, ça va défendre. Mais quand vous achetez un ordinateur, si on ne vous dit pas objectivement qu'il faut mettre un antivirus, un firewall, faut mettre des mots-clés, des machins, bah, pourquoi vous le feriez? Et oui. Ça s'apprend. Voilà. Et puis une fois qu'on s'est fait attaquer, harponner, défacer, vous prenez tous les termes que vous voulez, là, évidemment, on apprend beaucoup plus vite. Mais on va commencer par les professionnels qui fournissent. Je veux dire, aujourd'hui, ce qui est, la seule industrie qui a commencé vraiment à faire les choses bien, c'est les téléphones. Parce que vous voyez, aujourd'hui, quand vous achetez un téléphone, un smartphone, ben, on commence à voir, on met l'empreinte, on met son doigt dessus. Ben, ça veut dire quoi? N'importe qui ne va pas le prendre. On a les caméras qui vont vous détecter le fond de l'œil pour voir que c'est bien vous. Quand on fait du système de paiement via son téléphone, ben, on nous demande une confirmation par SMS ou par d'autres moyens. Donc là, ça commence à s'y mettre vraiment. Parce que tout le monde a un téléphone. Mais pour les ordinateurs, ce n'est pas le cas du tout. C'est comme ça. Mais ça va venir. De Oui, c'est ça. force. Oui, le temps fera bien les choses, espérons en tous les cas. En tout cas, la Il faut prise de l'espérer, oui. conscience est généralisée en tous les cas. Pour revenir aux questions du public, Daniel Cossy se demande comment les nouvelles technologies IA et la blockchain peuvent-elles être utilisées pour renforcer la cybersécurité et lutter contre la cybercriminalité. IA, blockchain, ça inspire à... Globalement, Stéphane, c'est pour toi. l'intelligence artificielle, elle est déjà utilisée par les pirates pour générer des mails qui soient encore plus proches, plus réalistes que jamais. Avec tout simplement le fameux chat GPT, hein, rédige-moi, agis en expert de communication bancaire, rédige-moi un mail pour t'adresser à des clients qui auraient perdu leurs identifiants et que je puisse leur demander de recréer, de les régénérer. Je suis telle banque et donne-moi le maximum d'éléments pour être en confiance avec mon client. Et à partir de là, en fait, les premiers mails de l'IA arrivent, donc ils sont trompeurs. Maintenant, face euh, à ce type d'attaque qui utilise déjà les nouveautés, l'intelligence artificielle. Les professionnels de la cybersécurité, eux aussi, évidemment, sont au courant de ces nouveautés et les implémentent déjà depuis un petit moment aussi dans leur système. Je prendrai deux exemples. Un qui est celui plutôt pour les grandes entreprises qui font appel à des centres de surveillance qu'on appelle les SOC, et qui, en gros, regarde ce qui se passe, toute l'activité qui peut se passer sur le système d'information d'une entreprise qui est en contrat avec eux. Et en fait, l'intelligence artificielle détecte ce qu'on appelle les signaux faibles.
quelqu'un qui habituellement ne va jamais sur tel site, quelqu'un qui habituellement ne fait jamais telle opération, une clé USB qui a été branchée sur ce PC alors que ça n'est jamais le cas depuis longtemps. Et cette intelligence artificielle, en fait, elle observe le fonctionnement, ce qui se passe, elle apprend, et puis au bout de quelques semaines, est justement en mesure de repérer ces signaux faibles. Et donc là, les professionnels qui travaillent dans les SOC ont des alertes qui remontent, et là, ça leur permet déjà de détecter voilà, un certain nombre d'anomalies. Le deuxième exemple, c'est sur le poste de travail. On a parlé d'antivirus tout à l'heure. Il y a des antivirus plus élaborés aujourd'hui enfin, qui s'appellent EDR. Un EDR aujourd'hui, finalement, ce qu'il fait, c'est la même chose que dans un SOC. C'est que vous l'implantez sur votre poste de travail. Et pendant 2, 3 semaines, il va regarder votre activité, il va mémoriser ce qui se passe. Et puis, un jour, vous allez cliquer sur un mail, il y aura une pièce jointe frauduleuse. Ça va lancer un processus ou un petit programme sur votre PC qui, jusqu'à présent, n'avait jamais été lancé ou qui n'est pas connu comme étant un programme interne de votre Windows. Et là, il va le bloquer tout de suite. Donc l'intelligence artificielle avec les EDR faut monter en gamme la sécurité sur votre poste de travail et évite là, dès le début de l'attaque, finalement, les conséquences malheureuses que peut avoir cette attaque. On s'était posé la question aussi d'ailleurs de savoir comment réagir en cas d'attaque, en cas de demande de rançon. L'autre fois, j'ai vu passer une demande de rançon sur une page Facebook, hein, c'est-à-dire que ça commence à toucher tout le monde aussi. Comment est-ce qu'on est censé réagir, qu'on soit une grosse entreprise, justement, je pense notamment au CHU de Nantes, encore une fois, ou à un simple particulier qui subit ce genre Faut de... pas payer, Faut pas payer? déjà. Non, mais ça paraît, c'est pas si évident que ça. Il Ben ne non, faut non. pas payer, voilà. Parce qu'en plus, ceux qui payent, ça arrive, hein, il y en a qui payent, parfois des sommes extrêmement importantes. Ça ne garantit pas qu'on récupère ces informations ou le fonctionnement de son système d'information. Parce que quand on est un truand et qu'on fait raquer une fois, tu dis: «Bah, je reviens dans 6 mois et je recommence», hein, et c'est le cas. Donc déjà déjà, on paye pas et ensuite, bah, si on n'a pas sauvegardé ces données, bah, c'est mort. On a perdu qui sa page web, qui son compte Facebook, qui, son informatique d'entreprise, machin. Voilà. Donc il y a chez les professionnels, les particuliers, qui sauvegardent régulièrement leurs data, je pense que c'est pas mûr encore. Mais, dès qu'on va avoir, des systèmes d'information, enfin, je sais pas moi, la base de données de mes contrats avec mes clients, ah moi je sauvegarde, entre 1 et 2 fois par jour. Je suis devenu complètement parano parce que si j'ai mon système qui s'arrête, ben, j'ai ma sauvegarde, au pire, je rachète un ordinateur, un serveur, ce qu'on veut, je réinstalle des logiciels tout neufs, je remets mes données. Donc j'ai peut-être perdu 24, 48 heures, mais j'ai pas perdu toute ma vie, professionnelle. J'ai toutes mes archives, j'ai toute ma compta professionnelle, j'ai tous mes contacts professionnels, j'ai tous mes contrats, tous mes dossiers, toutes mes pièces jointes, j'ai tout. Bah, je sauvegarde. Mais qui sauvegarde? Même chez dans les entreprises très structurées, à un moment, on dit: «Ah oui, 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 on sauvegarde». Mais votre sauvegarde, elle est où? Bah, là où on a les données, vous voyez, on les sauvegarde juste à côté. Mais si on vous attaque votre serveur, donc vous avez perdu ce qu'on appelle la prod, donc ce dont vous vous servez, puis vous avez perdu vos sauvegardes. «Ah oui, tiens! Oh, bah, j'y avais pas pensé!» Puis vous revenez 1 an après, ils ont toujours rien fait. Ah voilà, c'est ça, bon, je caricature à peine, mais c'est quand même ça le niveau moyen. Donc on Ouais. fait des sauvegardes, et puis un mot de passe, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6 quoi. À un moment, faut bah oui, c'est chiant. Oui, on sait tous que c'est très chiant, ce système de mots de passe, donc on prend des logiciels, je vais, à l'ordre des avocats du barreau de Paris. Voilà, c'est un magnifique bâtiment dans le 17e, vitré. J'arrive, avant l'entrée, il y avait marqué Wi-Fi, il y avait le nom du Wi-Fi et il y avait le code, sans même rentrer dans le bâtiment. Et je venais pour leur parler de cybersécurité. Donc je les ai regardés, je j'ai pas commencé mon discours en disant: «Bande de tocards», hein, mais je crois qu'il y a une bulle qui est sortie là, comme dans mes slides, il y a une bulle où il y avait marqué dedans: «Bande de tocards». Je veux dire, c'est la base de ce qu'il faut pas faire, mais c'est tout le monde, c'est tout le monde.
C'est-à-dire qu'il y a des... Ça crée une porte ouverte pour n'importe qui, parce que Voilà. si vous n'êtes même pas entré dans le bâtiment, que vous avez déjà des accès au système informatique, bon, on sait très bien qu'avec le savoir-faire de certains pirates, il leur faut pas grand-chose pour réussir à s'infiltrer. Voilà. Je rebondis d'ailleurs, les mesures de sécurité de votre système d'information ne sont pas que des mesures numériques, hein, c'est pas que de l'antivirus, c'est aussi de la mesure physique. Et on l'oublie assez souvent. Premièrement, je pense que ni vous ni moi n'avez accès à un serveur qui se trouve comme ça en direct sur le trottoir dans la rue. Ça n'existe pas, on est bien d'accord. C'est parce que il y a déjà un certain nombre de mesures physiques. On l'a au moins mis dans un local avec, j'espère, une porte qui ferme à clé. Ça, c'est ça ce que j'appelle les mesures physiques. Donc il faut parfois tout simplement mettre en place voilà, une pièce qui soit fermée, peut-être surveillée avec des caméras, et puis avoir un sas d'entrée et fermer la porte de son entreprise. Je vais vous citer un exemple que j'ai vécu dans une entreprise, dans un immeuble haussmannien dans Paris. Quand on y entre, il y a une cinquantaine de personnes dans cette entreprise. Et en fait, quand quelqu'un sonne, bah, il y a pas d'assistant, il n'y a pas de secrétaire pour venir ouvrir la porte. Donc c'est un petit peu chacun qui se prend par la main, qui dit bah, c'est moi qui veux ouvrir. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est toujours le même. Et lui, il en a un petit peu marre, donc il ne se lève plus. Et bah, la solution était trouvée, c'est qu'on met une petite cale dans la porte. Et finalement, la porte est ouverte tout le temps. Et bah, est arrivé ce qui devait arriver, c'est que il y a eu un vol de PC portable qui n'était pas chiffré, qui n'avait pas de mot de passe pour le BIOS, et donc finalement, c'est l'ensemble des données du disque dur qui ont été volées. Toujours sur la question de la sécurité, à tous les points de vue, que ce soit celle pour les particuliers ou celle pour les entreprises, il y a Élisée qui se demande quels outils peut-on utiliser pour sécuriser nos conversations téléphoniques, par exemple, ou tous nos équipements informatiques pour éviter tout risque de clonage ou pour pas être sur écoute, tout ça aussi. Ça me fait un peu penser aux personnes qui mettent du scotch sur leur caméra là, pour pas être filmé. Ça, c'est pas bête. Moi, j'ai un petit cache que c'est un petit bout de plastique zing zing pour quand je ne me sers pas de ma caméra, bah, pour que tout le monde ne me filme pas. Alors pour les télécoms, faut pas être parano. Les systèmes de télécom sur nos téléphones portables, c'est quand même chiffré, hein. Natif. Nos conversations ne passent pas comme ça dans les réseaux en clair, hein. Ça, c'est fini depuis un moment quand même. Je crois que même à la 2G, enfin ce qu'on appelait le GSM, euh, je crois que le terme fera sourire certains voilà, celles et ceux qui s'en souviennent. Le GSM, c'était chiffré. C'était pas terrible. Aujourd'hui, 3G, 4G, 5G, c'est entièrement chiffré. Alors quand on est un État et qu'on veut vraiment y aller, on y arrivera. Mais c'est assez sûr. Alors, au lieu d'attaquer les conversations quand elles sont transmises, on peut attaquer le micro du téléphone. Oui, c'est une autre option. Enfin, faut pas être parano non plus. Il y a un moment, on ne pourra pas se protéger. Par contre, c'est autre chose pour ce qui est des communications électroniques, c'est-à-dire vraiment tout ce qui va passer par nos ordinateurs. Alors là, il faut commencer à faire du vrai VPN, hein. Et un vrai VPN, c'est pas FjordVPN à 3,50 € tous les 10 ans. Ça veut dire qu'il y a des trous partout, c'est zéro. Donc non, il faut commencer à mettre des vrais VPN. Par mail, bah, faut rien envoyer par mail, hein. Le mail, c'est une carte postale, hein. Le mail, c'est je te montre tout, on y va tout. Moi, j'utilise des systèmes de transfert sécurisé de mes données avec ma collaboratrice, avec ma stagiaire. J'ai plus de pièces jointes en mail. Le mail, c'est un cauchemar. C'est lettre ouverte. Donc, le mail, c'est bonjour, je vous ai envoyé un fichier, il est là. Alors après, on clique, on crée des liens, on fait des machins plus ou moins sécurisés. Il faut, là, si on veut vraiment agir en professionnel raisonnable, il faut commencer à faire ça pour tout. Mais d'abord, ça coûte, hein, parce qu'il faut commencer à acheter des logiciels, il faut commencer à apprendre à s'en servir, il faut s'en servir à chaque fois, parce que si un jour vous ne le faites pas, ça ne sert plus à rien, hein. Il suffit d'un trou une fois, là, ils sont rentrés, c'est mort. Donc, c'est toute une éducation. Alors, on appelle ça la sensibilisation à la cybersécurité ou des formations à la cybersécurité. C'est pas en allant se faire des tests sur le phishing, ça, j'y crois pas du tout. Ça marchera jamais. Il y aura toujours 2 tocards sur 10 000 qui vont cliquer. Oui, oui, pardon, je suis très énervé sur les tocards, mais comme j'en gère là depuis 2, 3 jours, j'en ai un peu marre de répéter les mêmes trucs. Mais les formations au phishing, oui, on faut faire attention. Mais moi, il y a une affaire qui m'avait éclaté.
il y a moins de 2 ans, les Chinois avaient organisé, parce qu'on sait que ça venait de Chine, ça, avaient organisé des groupes de discussion pour des professionnels de la cybersécurité. D'accord? Donc, ils s'échangeaient des infos, ça parlait, machin et tout. À un moment, poum, ils leur mettent un truc à cliquer, mais il y en a 60% qui ont cliqué dessus. Ce sont des professionnels de la cybersécurité qui vous disent qu'il faut faire des tests de phishing, des machins et tout. Ils se sont fait avoir comme tout le monde, hein. OK? Donc, faut pas être parano, mais enfin, à un moment, faut s'équiper, faut mettre du vrai VPN. Un vrai VPN, ben, c'est 100 € par an. Mais un vrai, quoi, pas le truc, machin, juste pour montrer qu'on est en France ou pas en Italie ou le contraire, pour aller se connecter, pour regarder des séries à la télé. Si vous en êtes à ça pour le VPN, bon, continuez, à la limite, tout le monde s'en fout, ça c'est juste du bricolage, c'est rigolo. Mais quand on commence à avoir des outils professionnels pour faire de la sécurité, ça demande un peu d'argent, mais c'est pas gratuit, hein. Si c'est gratuit, c'est c'est pourri. Je me retiens parce que je m'en suis déjà pris au tocard, donc je n'allais pas multiplier les gros mots. Mais à un moment, ben, les logiciels, je veux dire, maintenant, on achète ces logiciels avec des licences où on prend des services qui sont payants en ligne, voilà, et on va les sécuriser. Et il y a des choses assez simples à faire. On fait des vrais mots de passe. Euh, Quand on est dans le train et que on va prendre un café, ben, soit on prend son ordi sous le bras, soit on verrouille au moins la session. Enfin, c'est plein de petites règles, alors qui ne parlent pas à la plupart des gens parce que, bon, ils s'en foutent, mais dès qu'on est un peu professionnel, je veux dire, il y a des règles de base expliquées de manière très détaillée par l'ANSSI dans ses guides, ou enfin, il y a des tutos partout, il y a des trucs, faut faire un peu gaffe, vraiment. Écoutez, merci beaucoup. Ça fait un peu plus d'1 heure et demie qu'on discute. Je m'excuse auprès des personnes dont on n'a pas pu soumettre les questions qui nous avaient été transmises, mais bon, tout n'est pas perdu puisque vous êtes accessible sur les réseaux sociaux, je pense, encore de façon sécurisée, mais encore accessible. Et Juristes Conforme reste là. Je tiens à remercier Stéphane qui a organisé tout ça, qui a l'initiative de tout ça. Je tiens aussi à dire que d'autres webinaires seront organisés sur d'autres thématiques dans les semaines ou les mois à venir. On parlait notamment de la protection des données personnelles, mais aussi du métier de hacker éthique, parce que les pirates apparemment peuvent aussi être éthiques. Marc-Antoine, je ne sais pas si... C'est des non. conneries. On Mais est pirate, on n'est pas éthique, on est un pirate, c'est tout. voilà, des gentils pirates. Et Ok. on parlera aussi de l'intelligence artificielle bientôt. Merci à vous deux d'avoir répondu à ces questions. C'est extrêmement vaste. On aurait pu y passer la journée, voire même la nuit qui suit. Mais merci de vous être prêté à l'exercice. Et puis, je pense que ça a été éclairant pour tout le monde. Tout va s'arranger avec un peu de temps, un peu d'ouverture et de prise de conscience qu'effectivement, ce n'est pas acquis en tous les cas et que ces nouveaux outils, il va falloir nous apprendre à les utiliser de façon raisonnable et raisonnée. Merci Marc-Antoine, merci Stéphane. Une belle Merci journée Amandine. à vous deux et puis Merci au plaisir dans le monde réel. Merci Stéphane, à également. bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.